Et je me suis donc rendu compte qu'il y a, depuis dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, une, une très dense activité de cette organisation-là. Pas que l'ONU, mais toutes les organisations, agences de l'ONU également, UNESCO, FAO. Il y a un travail très, très important du point de vue statistique. Et de ce point de vue, donc, on peut considérer l'ONU comme un entrepreneur de normes au sens où l'ONU va chercher à non seulement promouvoir des normes statistiques, mais aussi encourager les États membres à les adopter. Suivant. Alors, j'ai annoncé dans ma présentation, je travaille sur l'Afrique, c'est ce que j'ai annoncé, mais en réalité, vous allez vous en rendre compte en suivant la présentation, ce travail porte, en tout cas, porte davantage sur le Cameroun. Je regarde l'Afrique à partir du Cameroun. L'essentiel des images que je vais employer relève porte sur le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est un ancien protectorat allemand jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui a donc été divisé entre la France et le Royaume-Uni après 1916, et sur lesquels ces deux territoires-là va être imposé le mandat de la Société de Nations à partir de 1922, et après, en 1946, va être imposée la tutelle de l'ONU. Donc, il y a une administration, une sorte de double administration, d'abord française et britannique, entre 1916 et 1961 pratiquement. Mais au-dessus de cette administration française et britannique, on a le couvert d'abord de la SDN, puis de l'ONU. Et donc, dans la recherche que je présente, ce qui m'avait captivé quand je commençais cette recherche, c'est un document que j'avais consulté aux archives nationales de Yaoundé quand c'était encore ouvert, le rapport annuel de l'administration française adressé à l'ONU. Alors, c'est un document très volumineux, qui fait plus de 300-400 pages, ça dépend de l'année, très volumineux, très dense, parce qu'on y retrouve beaucoup de statistiques, justement. Beaucoup de tableaux statistiques, beaucoup de données statistiques sur l'évolution politique, sociale, économique et culturelle du territoire. Alors, ce rapport n'est pas propre au Cameroun, puisqu'il a été produit pour l'ensemble des territoires sous tutelle des Nations Unies. Mais j'avais trouvé dans ce document quelque chose d'assez intéressant, d'autant plus que dans les travaux que je lisais, très peu d'historiens camerounais notamment citaient ce document. Et la densité m'avait poussé à me poser la question de savoir dans quelles conditions cela avait été produit ou était produit. Et c'est quelque peu l'objet de la présentation de ce matin. C'est intéressant statistique, mais s'y intéresser à partir des instruments. Comment un questionnaire peut servir effectivement à construire un rapport, comment un questionnaire peut finir par devenir une source d'histoire. C'est la préoccupation que j'explore ce matin, le slide suivant. Parce que le rapport annuel n'est que la conséquence d'un questionnaire. Un questionnaire fourni par l'ONU aux différentes nations administrantes. Et il fallait donc répondre à ces différentes questions et construire le rapport qui était présenté en fin de compte à cette organisation internationale. Alors, je trouve, moi, personnellement, qu'il y a là un intérêt manifeste, parce que, certes, lorsqu'on étudie les statistiques, il y a plusieurs portes d'entrée. On s'intéresse souvent au contexte dans lequel les statistiques sont produites. On s'intéresse souvent aux conditions même de collecte de ces statistiques. Dans ces cas, je vois bien des travaux sur le recrutement des enquêteurs, sur la conduite des enquêtes, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas, une réflexion sur le cadre, sur les outils de la statistique. Et évidemment, la question n'est pas anodine dans la mesure où le questionnaire statistique a une part de ce que j'appelle dans ma communication de rationalité technique. Je veux dire par là que les questions qu'on pose ne sont pas anodines. Il y a un lien entre les questions, il y a un objectif derrière les questions.
Et donc, comprendre les questionnaires, comprendre comment est-ce qu'ils sont fabriqués, permet aussi de comprendre les statistiques qu'on a en fin de compte entre nous. C'est le slide suivant. Dans cette communication, comme j'ai dit, il y a beaucoup de points d'entrée, mais je vais me présenter sur deux aspects simplement. Échanger un peu avec vous autour de deux questionnaires des Nations Unies. Le premier, qu'on a appelé le schéma type, le schéma guide, pardon, 1900. Schéma guide, le schéma guide de 1948 et le questionnaire type de 1952. Et ensuite, peut-être je discuterai un peu de l'intérêt de ces deux outils-là comme source d'histoire. Alors, slide suivant. Du point de vue des archives, le gros intérêt pour moi à l'époque, quand je commençais cette recherche, c'était la possibilité d'avoir la documentation en ligne. On l'a dit déjà, il y a quelques difficultés d'accès aux archives, mais de s'intéresser à cette question en particulier qui dépendait des Nations Unies, il y avait des facilités dans la mesure où les Nations Unies, l'ONU, a ces dernières années numérisé beaucoup de ces fonds, la plupart des fonds de l'ONU en rapport avec le Conseil de tutelle ont été numérisés et mis en ligne. Donc, du coup, il y avait cette possibilité-là d'accéder à la documentation. Après, Béatrice nous dira, est-ce qu'on est plus dans la littérature grise ou dans les archives, mais favoriser en quelque sorte ma recherche. Et d'autres documents également que j'ai pu, il y a quelques années, rassembler au sein des archives économiques financières de la France. Alors, ma présentation va porter sur trois aspects, trois moments. C'est le slide suivant. Je vais peut-être commencer par revenir un peu sur le contexte de ces questionnaires. Pourquoi est-ce que l'ONU conçoit et envoie des questionnaires aux nations administrantes? Je vais également revenir sur comment ces questionnaires ont été élaborés et puis lancer quelques éléments de discussion sur ces questionnaires comme source d'histoire. Alors, la première chose, donc, c'est de bien faire comprendre que l'ONU, après la Seconde Guerre mondiale, a une ambition, du point de vue statistique, c'est de prolonger le travail de la SDN. Il y a un précédent. L'ONU va en quelque sorte porter l'héritage de la SDN du point de vue statistique. Et cet héritage-là, Là, je suis sur uniformiser les statistiques en situation coloniale. Il faut que j'aille après. Ah oui, là, on est revenu à... Non, on est revenu à la fin. Donc, c'est celle d'après, là. Encore. Prolonger les comparaisons internationales. Oui. Ensuite. Le questionnaire de la CPM. C'est ça. Ouais, c'était ça. Voilà. Merci. Et donc, je disais, l'ONU prolonge en réalité le travail qu'a voulu faire la SDN quelques années avant, même si, là encore, précision, la quantification internationale, les comparaisons internationales du point de vue statistique, ce n'est pas la SDN qui va l'introduire. Ça, il faut remonter quelques années avant, déjà, les congrès internationaux de statistique, l'Institut international de statistique, qui ont mis en route en quelque sorte cette idée de comparer du point de vue statistique les États du monde. Et donc, la création de la SDN va en quelque sorte accélérer ce mouvement jusqu'à, principalement, moi, à mon sens, la conférence internationale sur les statistiques économiques de 1928. Donc, il y a, depuis la SDN, un vrai mouvement pour collecter les statistiques du point de vue international et comparer les nations. C'est clair pour tout le monde, la SDN, Société des Nations. Ah oui, peut-être que je parle oui, non, avec un sous-entendu. Peut-être que La conférence internationale de statistiques, c'est 36, tu dis? Ah non, il y a un... La césure que tu mets, c'est 28. 28, ok. 28. D'accord.
28, c'est une césure, c'est une... Alors, c'est, à mon sens, un moment particulier dans l'aboutissement ou dans la volonté de faire des comparaisons Ok. internationales pour les statistiques, de rassembler des données statistiques et de les comparer entre les nations. Mais là, c'est le cadre général. S'agissant du Cameroun ou les territoires d'Afrique, sous mandat, parce que, parenthèse, que, par rapport à l'observation d'Emmanuel, à un moment, il faudrait que je fasse des précisions. Après la Première Guerre mondiale, les anciens territoires administrés par l'Allemagne en Afrique, mais comme dans d'autres parties du monde, vont être repris par la SDN et placés sous administration internationale. C'est ce qu'on appelait le mandat A, mandat B. Le Cameroun était placé mandat B. Mandat B, c'est les territoires dont on estimait à l'époque qu'ils n'étaient pas encore assez évolués pour pouvoir s'administrer eux-mêmes. Et donc, du coup, on leur affectait une administration internationale. Dans le cas du Cameroun, c'est la France, c'est le Royaume-Uni. Et donc, dans le cadre du mandat, il y avait une obligation que l'on retrouve dans le pacte de la SDN, l'obligation pour le mandataire, c'est-à-dire la nation administrante, de fournir au Conseil de la SDN un rapport annuel concernant l'administration des différents territoires. Et donc, c'est cet élément-là du pacte de la SDN qui va conduire dans la production des rapports annuels, mais surtout à la confection d'un questionnaire qui lui-même va servir à la production des rapports annuels. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur le contenu de ce rapport. Qu'est-ce qu'il fallait y mettre? Comment est-ce qu'il fallait le présenter? Entre 1922 et 1925 pratiquement. Et donc, en fin de compte, une commission ad hoc a travaillé sur la rédaction d'un guide, d'un questionnaire. Pierre Hortz, qui était le principal rédacteur de ce questionnaire, a estimé dans les débats, et ça on peut le lire dans les comptes rendus de réunions que l'on a disponibles dans les archives de la SDN, il a estimé que le thème questionnaire posait problème d'ailleurs, parce qu'il semblait très impératif, qui s'imposait aux États et donc, dans un contexte colonial, pouvait créer quelques résistances. Il proposait par exemple d'appeler cela note destinée à faciliter l'élaboration du rapport annuel plutôt que questionnaire. Ça semblait moins contraint. Et là, par exemple, il dit lors d'une réunion, la commission ne doit pas donner l'impression qu'elle exerce la mission de contrôle qui lui est dévolue d'un esprit de méfiance à l'endroit des puissances mandataires. Celles-ci ont été investies des mandats à raison de la confiance que la Société-Nation a mis en elle. Il y avait donc cette idée-là de promouvoir un outil de collecte statistique, mais de ne pas l'imposer aux États comme un instrument de contrôle de l'action. Et donc, il y a déjà dans l'expérience de la SDN cette ambition-là de collecter statistiques auprès des États qui administrent les territoires internationaux. Et on va à nouveau voir cela rejaillir lorsque l'ONU va prendre le relais de la SDN après la Seconde Guerre mondiale. C'est le slide suivant. Là, on voit après 1945, dans la charte de San Francisco, on voit bien déjà que du point de vue, est-ce qu'il faut dire doctrinaire, du point de vue des principes, l'ONU reprend l'intention de la SDN de collecter des statistiques dans des colonies et territoires internationaux. Alors, il y a dans cette charte deux dispositions que j'ai relevées. Ce n'est pas ce slide-ci, par contre. C'est le schéma guide, c'est non, il faudrait revenir un peu en arrière. Vous revenez en arrière là? Oui, encore. Alors, fabriquer des guides pour communiquer ou... Revenir, c'est ça. Voilà. Donc, du point de vue du principe, pourquoi est-ce que l'ONU le fait? On n'est pas sur celui de... Oui, on est à la CPR, là. Donc, c'est des guides pour communiquer des renseignements. Voilà. D'accord. Donc, du point de vue des principes,
Il y a deux dispositions dans la charte qui crée l'ONU, qui posent dans le principe de collecter des statistiques dans l'économie et dans les territoires nationaux. Le premier élément, vous verrez qu'il y a une distinction, parce que je cite à la fois l'article 73 et l'article 88 de la charte de l'ONU. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Chaque article porte sur une catégorie précise de territoire. Alors, l'article 73 indique bien qu'il faudrait, pour les nations administrantes, communiquer régulièrement au secrétaire général de l'ONU, à titre d'information, sur les exigences de la sécurité et des considérations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables. Cette disposition, l'article 73, porte sur ce qu'on appelait à l'époque les territoires non autonomes. Les territoires non autonomes, ce sont les colonies de façon générale. En Afrique, s'agissant de la France, les territoires non autonomes, c'est les territoires de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, par exemple. Alors que le deuxième principe, l'article 88, porte sur les territoires internationaux. Les territoires internationaux, c'est les anciens territoires sous mandat de la SDN, devenus territoires sous tutelle des Nations Unies, comme le Cameroun, comme le Togo. Il y a une petite différence entre ces deux catégories de territoires. Et on le verra un peu plus tard, l'obligation des puissances de tutelle ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Mais j'ai voulu simplement relever là déjà le principe qui va favoriser dans l'élaboration des guides ou des questionnaires et dans la fabrication des rapports annuels à l'ONU. La page suivante, s'il vous plaît. Désolé, j'ai un peu des problèmes. Alors, j'ai donc voulu, dans cette autre articulation de ma présentation, donner quelques indications sur ce que c'est précisément le schéma guide, sur ce que c'est le questionnaire type, et sur la manière dont ces deux instruments-là ont été fabriqués au sein de l'ONU. Suivant. D'abord, le schéma guide, comme je l'ai dit, pour les territoires non autonomes. C'était le terme pour dire pour les colonies, mais de façon un peu plus nuancée. Le projet de... Alors, le problème, c'est que lorsque le principe a été posé dans la charte de San Francisco, la charte de l'ONU, il y a eu beaucoup de discussions des nations pour dire exactement qu'est-ce qu'il faudrait fournir comme élément. Lorsque l'ONU demande aux puissances coloniales de fournir des renseignements statistiques, qu'est-ce qu'il faut mettre dans renseignements statistiques? Et deux aspects en particulier ont suscité la discussion. Le premier aspect, c'était sur les renseignements en caractère politique. Est-ce qu'il fallait, pour les puissances coloniales, fournir des renseignements en caractère politique, ce qui favoriserait dans la remise en cause de la politique coloniale? Est-ce qu'il fallait, deuxième aspect, fournir des éléments de comparaison entre les métropoles et les colonies? Je me rappelle là dans les comptes rendus, les discussions, par exemple, entre le représentant de l'Inde et le représentant du Royaume-Uni. On voit bien le rapport entre les deux nations. Où le représentant du Royaume-Uni disait il est hors de question pour nous de fournir des statistiques qui serviraient à comparer nos colonies et la métropole. Cela ne ferait pas sens. Et le représentant de l'Inde qui disait si vous ne fournissez pas de tels renseignements, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Et donc, du coup, ça créait, j'imagine, ça créait lors des réunions une ambiance assez tendue. Vous verrez, je ne sais pas si c'est très visible sur les éléments de droite, c'est en quelque sorte la structure du schéma guide qui a été finalement adopté en 48, mais révisé plus tard en 51. Ça porte beaucoup d'éléments de la vie des territoires non autonomes, renseignements généraux sur la géographie, sur l'histoire, les conditions économiques, conditions sociales, mais pas d'éléments sur la vie politique. Le schéma guide faisait totalement abstraction des éléments sur la vie politique. Et donc, il y a cette
ce canevas-là qui a été élaboré, qui permettait aux différentes nations coloniales de non pas rédiger vraiment un rapport, mais de fournir des éléments au secrétaire général des Nations Unies, qui lui, à son tour, devrait rédiger un rapport annuel sur les conditions dans les territoires autonomes. Le slide suivant. L'autre élément, par contre, c'est le questionnaire type. Le questionnaire type du conseil de tutelle, comme je l'ai évoqué, était appliqué au territoire sous tutelle des Nations Unies. Alors, la première version du questionnaire est élaborée en 1947. C'est un questionnaire très dense, 247 questions, qui a été envoyé aux puissances administrantes, mais qui en même temps a continué d'être discuté en comité pour être allégé, pour qu'on aboutisse en 1952 à la version finale du questionnaire qui tenait en 190 questions. Et là encore, je vous ai mis quelques éléments de ce questionnaire. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je parle dans mon travail de normes, quand je parle d'uniformisation, c'est qu'il ne s'agissait pas juste de donner les orientations du point de vue des statistiques à collecter, mais aussi, par exemple, on le voit ici, de donner des orientations du point de vue terminologique. Quelle terminologie il fallait employer du point de vue général, mais aussi du point de vue statistique. Quelles étaient les catégories à employer lorsqu'on parle d'industrie, lorsqu'on parle d'agriculture, ainsi de suite. Puis le questionnaire en lui-même était très général, portait sur les aspects les plus variés de la vie des territoires. Alors, ce qui va être aussi intéressant avec le questionnaire type, à la différence du schéma guide de 48, c'est que le questionnaire type prévoit des annexes statistiques. On vous dit en quelque sorte, pour chaque information, il faut prévoir un tableau. Prévoir des tableaux qui permettent d'illustrer ça ou ça sur 5 ans, qu'on voit bien l'évolution. Et j'imagine bien la peine qu'ont eu à l'époque l'administrateur à remplir toutes ces cases-là pour satisfaire aux demandes. Le slide suivant, là je veux juste rapidement donner une indication quand même sur, pour moi, ce qui m'a semblé être la densité du travail, parce que, et c'est en ça que je disais qu'il y a sans doute un intérêt à apporter aux instruments de collecte statistique, parce que élaborer un questionnaire, ça ne se fait pas comme ceci, ça prend du temps. Entre le schéma guide de 46 à 48, c'est quand même 2 années de travail, souvent en comité, pour décider des questions à retenir, de celles qu'il fallait mettre de côté, du sens des différentes questions, et ainsi de suite. Donc, le schéma guide, le projet initial est porté par les États-Unis. Ce sont les Américains qui ont élaboré le questionnaire initial, qui ensuite a été commenté par les différentes agences de l'ONU, la FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'OIT également. Avant, donc, la discussion générale au sein de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies et l'adoption en 48. Et puis une version révisée va être adoptée en 1951. S'agissant du questionnaire type du conseil de tutelle, là, le processus a été encore beaucoup plus long, puisque la version provisoire a été rédigée par un comité ad hoc en 1947, comité ad hoc composé par l'Australie, les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni et l'OIT, qui était représenté. Cette version a été envoyée aux nations administrantes pour préparer les rapports annuels de 1948 et 49, mais en même temps a continué d'être discuté au sein du comité. Alors, précision, la première version est un agrégat des propositions faites notamment par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Conseil de tutelle, en s'appuyant sur le questionnaire de la SDN que j'ai préalablement cité. Et donc, 1947, il y a un questionnaire provisoire qui est élaboré, je l'ai dit déjà, 247 questions, discutées jusqu'en 1952, lors de son adoption par le Conseil de tutelle, dans une version un peu plus réduite, 190 questions. Mais là encore, il faut faire la précision que le questionnaire est resté utilisé au sein de l'organisation puisqu'il a été régulièrement révisé dans les années qui suivent.
Bon, c'est en ça que je parle d'ingénierie pour montrer simplement le caractère technique qui a derrière la construction, en tout cas l'élaboration de questionnaires comme celui-ci. Au sein d'une grosse organisation comme les Nations Unies, où sont représentés des pays avec des intérêts très divers ou très divergents. Donc, tout le travail qui a dû être fait pour aboutir à quelque chose de consensuel. Alors, je ne veux pas forcément rentrer dans le questionnaire et le présenter de façon dense, intense, mais moi, j'ai estimé à un moment quand même qu'il fallait réfléchir à ce qu'on avait sous la main. Le questionnaire est produit, il sert à élaborer les rapports annuels, mais c'est quoi le rapport annuel après? Surtout pour nous, en tant qu'historiens, lorsqu'on le reçoit 50 ans après, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Et donc, c'est la dernière articulation de mon propos. Suivant. On va même passer au suivant encore. Voilà. Où je parle donc du rapport annuel comme discours. Pourquoi est-ce que je qualifie le rapport annuel comme discours? Déjà, le rapport annuel, je l'ai présenté un peu au début de mon propos. C'est un document volumineux. Déjà, il est annuel puisque 48, dans le cas du Cameroun, 48, 49, jusqu'à 59, on a des rapports annuels. Dans le cas du Cameroun encore, on en a 2 par an parce qu'il y a une administration britannique, une administration française, chacune produisant un rapport. C'est volumineux, c'est dense du point de vue de matériaux qu'on peut y retrouver sur à la fois l'histoire du territoire, sur son évolution politique, sur son évolution économique, son évolution sociale, les conditions culturelles, avec plein d'annexes aussi. Je fais la précision. Dans le schéma guide, on demandait par exemple aux nations administrantes de mettre en annexe la Déclaration universelle des droits de l'homme comme document d'annexe. Quelqu'un l'a interprété comme une volonté un peu anticoloniale ou anticolonialiste. Je ne vais pas entrer dans cette discussion tout de suite. Donc, c'est des documents très denses, dans lesquels on retrouve aussi, pour ceux qui s'intéressent, beaucoup de statistiques, effectivement, des chiffres, des tableaux, des graphiques, des cartes aussi. C'est très important. Mais je disais, le rapport annuel, c'est d'abord un discours parce que c'est bien, dans le cas que j'évoque, le rapport qu'une nation administrante rédige et transmet à une organisation de contrôle, en quelque sorte. Il y a donc une part pour les nations administrantes, une volonté d'avoir des rapports, des liens assez clairs avec l'ONU, d'éviter tout malentendu dans ce rapport. On peut donc imaginer que c'était très policé. Ce qu'on y disait ne devait pas servir à remettre en question le travail fait par les administrations communales. Et donc, c'est d'ailleurs ce que je vous ai mis un petit encadré là à gauche, c'est la conclusion, c'est un élément de la conclusion du rapport annuel de la France sur le Cameroun en 1949, où on écrit globalement il n'y a pas de raison qu'entre la France et l'ONU, il y ait un problème à cause de ce rapport. Tout est clair, tout est objectif. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Et puis, je parle, le slide suivant pour aller vers la fin de mon propos, je parle d'histoire parallèle de l'histoire des statistiques en Afrique. Pourquoi je parle d'histoire parallèle? 2 choses que je formule en termes de questions. La première, c'est, lorsque je regarde tout ça, moi, je me demande bien finalement quel a été, au regard de l'histoire des statistiques en Afrique, quel a pu être l'impact de ces guides, de ces rapports sur la structuration des services statistiques en Afrique. Je me suis posé la question parce que, certes, lorsque on parcourt les documents d'archives sur les services statistiques en Afrique, on voit des évocations, mais très rapides, au rapport de l'ONU. Quelques administrateurs évoquent le rapport de l'ONU, mais de ce que moi je connais de la littérature qui existe sur l'organisation issue de l'histoire des statistiques en Afrique, c'est très peu mentionné.
c'est rare qu'on lise un document sur le cas du Cameroun, sur le cas du Sénégal, du Togo ou au Nigeria, où on évoque le rapport de l'ONU. Donc, ça se demandait si effectivement cela a été un déclencheur dans la dynamique, dans la construction des services statistiques en Afrique à partir des années 50. Et l'un des éléments de réponse à cette question se trouve dans la deuxième question, c'est à savoir qui produisait ces statistiques. Une fois que le questionnaire était fourni aux nations, qui, au sein des différents territoires, était chargé de le remplir et en fin de compte de rédiger le rapport annuel. La réponse, on l'a en partie dans cette correspondance en 1950 du nouveau chef du service statistique au Cameroun, qui écrit à son supérieur hiérarchique à Paris, et qui lui dit j'ai noté un certain nombre d'erreurs dans le rapport annuel à l'ONU 1949. Il serait utile que vous fassiez savoir aux AP du ministère, AP, Affaires politiques, la division d'affaires politiques du ministère, de la France d'outre-mer, sous-entendu, rédacteur du bulletin, que la partie statistique devrait être entièrement contrôlée par vous. Il dit en quelque sorte, ce qui fait constater, c'est que les questionnaires adressés par l'ONU à la France, au Cameroun, pour prendre cet exemple-là, étaient remplis, non pas par des statisticiens, mais par les administrateurs de la France d'outre-mer. Et c'est ce qui justifierait, selon lui, les erreurs qu'on retrouve dans le rapport en fin de compte. Et donc, du point de vue quand même pour les historiens, ce que j'ai voulu faire comprendre aussi, c'est certes, le rapport existe, il apporte des données chiffrées puisqu'on parle de statistiques, mais il faut quand même faire attention aux conditions de sa production. Tout ce qui est écrit doit franchir les cadres généraux de la critique. Il ne faut pas prendre tout ça pour argent comptant. Et poursuivant sa correspondance, alors là, il évoque quelques-unes des erreurs qu'il a pu déceler dans le rapport 49. La dernière, par exemple, page 290, il pose la question, que signifie ce tableau? Que signifie ce tableau? Je reviens au slide précédent, où, par exemple, je vous montre là, est-ce un graphique à ce tableau? C'est ça qui parle. On lit là rapidement dessus prix réel moyen au Cameroun. Mais vous aurez beau vous demander ce que ça signifie, le graphique en question, ça n'a aucun sens. D'un point de vue statistique, on comprend ni les catégories, ni la construction du graphique, ça n'a aucun sens. Alors que c'est essentiel, c'est le pouvoir d'achat. Par contre, le fait de le mettre dans le rapport annuel avec une construction qui est pas très bien élaborée, parce qu'après, les barres là, on ne sait pas trop si ça représente Douala ou Yaoundé à chaque fois. Et puis, en fait, ce qui met en exergue le chef des statistiques, c'est que le fait que ce ne soit pas des statisticiens qui renseignent le questionnaire pose problème dans la fabrication des chiffres. Et donc, pour moi, ce que j'en tire, c'est qu'il faut faire attention à ces chiffres-là lorsqu'on les manipule, puisqu'on n'est pas sûr de leur provenance. Le plus simple, c'est ce qu'on apprend souvent en histoire, c'est de trouver des chiffres qui permettent de confronter cela pour avoir quelque chose de plus intéressant. Donc, voilà globalement ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin en espérant que cela suscite, pourquoi pas les orientations, puisque c'est une recherche qui a connu une première publication, mais peut-être un peu trop hâtive. Et là, moi, l'idée, c'est de reprendre cela, pour en faire quelque chose de plus consistant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était, je pense, qui était très didactique pour les étudiants. Parce que, vous voyez, quand on a un document, il faut vraiment se demander comment il a été produit pour savoir ce qu'on peut en tirer. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, pour commencer, peut-être une remarque sur l'histoire des questionnaires. C'est vrai que vous avez cité, par exemple, les travaux de Vincent Bonnecase, etc. Mais je me permets de vous signaler aussi que ceux qui travaillent en histoire de l'anthropologie, la question s'est beaucoup posée.
Parce que, en fait, côté anglais, il y a les fameuses Notes and Queries qui datent des années, à partir des années 1830 ou 1850, je ne sais plus. Et il y a aussi des questionnaires qui sont fabriqués et qui sont donnés à toute personne qui voyage dans une partie du monde hors de l'Europe. Et il y a eu quand même pas mal de publications là-dessus. Donc, même si c'est des enjeux différents, je pense que c'est intéressant peut-être d'aller regarder cette histoire-là par rapport à l'histoire des questionnaires. Alors, j'ai des questions en fait par rapport à la généalogie aussi, parce que effectivement, la commission permanente des mandats, elle a fini par avoir un questionnaire, mais il a fallu forcer en fait les puissances administratrices à recevoir ce questionnaire. Celui qui fonctionne par questionnaire aussi, c'est l'Office international du travail. Quelle est la généalogie la plus efficace? Parce que la date de 28 que vous donnez est vachement intéressante. C'est aussi 28. Alors, c'est autour de 1927. C'est le début de la réflexion sur le travail forcé à l'Office international du travail. Et c'est le moment où ça se débloque enfin. L'Office international avait un pied dans la porte à la commission permanente des mandats, mais en fait, il est juste représentant et il n'a pas tellement de droit à la parole. Et ce qu'il obtient à partir de 1927, c'est la possibilité d'envoyer certains de ses agents en fait sur le terrain pour regarder, pour enquêter par eux-mêmes. Donc, pour vous, quelle est la généalogie la plus pertinente? Est-ce que c'est Commission permanente des mandats? Est-ce que c'est l'Office international du travail qui influence encore plus? À titre personnel, je verrais davantage l'Office international du travail, l'OIT, parce qu'après, derrière, il y a le travail fait en amont par le BIT, le Bureau international du travail, qui a une histoire beaucoup plus ancienne d'ailleurs, et beaucoup plus profonde des statistiques. Alors, la présence des représentants de l'OIT au sein pas que au sein de la SDN, mais aussi au sein de l'ONU, à mon sens, est liée aussi à l'expertise de cette organisation. Ils viennent apporter cette expertise dans la compréhension et dans la connaissance des sujets traités par, que ce soit la SDN et l'ONU plus tard au sein du Conseil de tutelle. Et est-ce qu'ils sont dans le premier comité de 45-46 qui commence à réfléchir? Parce qu'on voit bien que c'est un comité qui est organisé aux États-Unis, en fait, et l'OIT est encore aux États-Unis. Par contre, dans les comptes rendus, non, je n'ai pas vu de mention à l'OIT. Par contre, comme je l'ai relevé, ils ont commenté, on leur a demandé de commenter la première version du schéma. D'accord. Ils sont quand même des interlocuteurs privilégiés. Alors, peut-être. 27, c'est aussi la création d'un service de stat au BIT avec des Américains, et c'est aussi la fin, disons, la forte diminution de l'influence française. C'est Thomas, quoi. Il crée vraiment un service de stat dédié avec des statisticiens, et c'est le début de l'emprise des États-Unis, en fait. Et puis, il y aura beaucoup d'études qui vont être suggérées et soutenues par. C'est Ford qui finance, Henry Ford. Alors, j'ai une autre question, en fait, dans le droit fil de la première. Est-ce qu'il y a des agents de l'ONU qui ont la possibilité d'aller dans les territoires sous tutelle et de faire des vérifications, faire leurs propres enquêtes? Est-ce que l'ONU a ces moyens-là, et est-ce que c'est possible, ou est-ce que... C'était prévu d'ailleurs, parce que il y avait 3 modalités de contrôle de l'action des nations administrantes. La première modalité, c'était de répondre aux questionnaires fournis par l'organisation. La deuxième modalité, c'était les pétitions à l'ONU. Il y avait des représentants des différents territoires qui venaient à l'ONU, à la tribune de l'ONU, conseil précisément du conseil de tutelle, prendre la parole pour parfois dénoncer l'action des nations administrantes, ou parfois les aspects positifs de cette action. Et la troisième modalité, c'est ce qu'on appelait les missions de visite. Alors, l'ONU, à des périodes régulières, envoyait dans les territoires des missions, qui sillonnaient les territoires, qui rencontraient les populations, qui échangeaient avec les leaders politiques, notamment, sur le travail qui était fait par les nations administrantes. Et tout cela remontait au conseil de tutelle au cours des discussions. Par contre, après, s'agissant du rapport annuel, il était discuté au sein du conseil de tutelle. Il y a des comptes rendus à ce sujet.
mais la nation qui a montré le plus d'exigence dans l'examen de ces rapports, c'est l'URSS à l'époque. C'est l'URSS aussi qui questionnait le plus souvent le contenu des rapports. Mais là, ce qu'on est en train de faire avec Patrick, par exemple, c'est qu'on essaie de regarder si dans les pétitions, il y a un argument statistique. Est-ce que les pétitionnaires, parfois, mobilisaient des arguments statistiques en essayant de contredire notamment les chiffres des rapports? Ça, on essaie encore de le faire. Alors peut-être, Béatrice, tu veux intervenir ou on passe la parole Moi, j'ai juste des remarques, hein, parce que bon, je trouve que c'est super riche. Ça pose plein de questions, en particulier sur la diffusion de la culture statistique. Évidemment, ceux qui font ces rapports, enfin, évidemment, ceux qui font ces rapports, on le voit bien, sont les administrateurs qui n'ont très peu de connaissances en statistique. Ça les barbe hein, complètement de faire ça. Mais disons qu'il y a une espèce d'habitude. Alors bon, enfin, bref. Ça me fait penser aussi à l'article de Romain Tiquet. Oui. Vraiment, c'est ça. Alors, je ne me souviens plus du titre précis, mais en gros, c'est rendre compte. Hop, je vous envoie des chiffres. Je vous envoie, alors lui, ce n'est pas les chiffres, mais c'est les rapports, pour ne pas avoir à rendre de compte, en fait. C'est ça. Autrement dit, je me dédouane en répondant à des questionnaires qui sont… bon. Alors, moi, j'avais quand même une question. Voir comment sont remplis ces rapports, c'est intéressant, mais il faudrait arriver à interroger les administrateurs pour savoir comment. Alors, et là, derrière, on voit aussi toute la grille hiérarchique, parce que c'est sûr que ce n'est pas l'administrateur qui est à la tête, enfin, il y a toute une hiérarchie, et il renvoie la balle à chaque fois, et puis après, c'est le ballon qui lui revient. Mais là, il y a très peu de contrôle, visiblement. Donc, c'est intéressant de voir ça, parce qu'on peut lire autre chose que les chiffres, et très largement, hein, autre chose que les chiffres. En fait, et on a vraiment l'impression que ces rapports ne servent à rien, surtout, alors quand même 249 questions, c'est énorme. 190 questions, les Américains apparemment, bon, pour des questions peut-être économiques, j'en sais rien, parce que vous voyez les questionnaires, 190 questions, sont des pavés, hein, il n'y a pas l'informatique. Enfin, concrètement, comment circule ce papier? Bon, après, il faut envoyer ça aux administrateurs de cercle. Est-ce qu'on leur envoie tout? Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais bon. Toutes ces questions matérielles aussi sont des questions très importantes. C'est gigantesque, 190 questions. Au début du XXe, c'était pareil, hein, dans les circulaires envoyés aux administrateurs des territoires français colonisés par la France. Hein, il y avait, je ne sais plus combien, la circulaire Doumergue, c'est aussi 190 questions. Personne n'y comprend rien, et puis on demande de faire des tableaux. Enfin bref, donc on se demande un peu qui est dupe de… Enfin, est-ce que vraiment l'administration de l'ONU, là, je ne sais pas, bon, est-ce qu'ils sont dupes? Est-ce qu'ils se contentent de recevoir des tableaux? Est-ce que tu as dit il y a des contrôles, etc. Bon. Et alors, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point il y avait visiblement une absence totale de relation entre les services de stat qui sont en train de se mettre en place dans les territoires ex-colonies françaises ou mandat ou tutelle. Hein, bon, là, il y a un développement de services de statistiques. Ils prennent du temps quand même pour regarder les rapports et pour en être édifiés, visiblement. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est quand même très curieux. Alors, ça montre aussi le retrait de la France des instants en termes de statistiques, d'expertise, disons. Les statisticiens français ne sont plus à la tête, enfin, ils se vengeront, disons, à l'échelle européenne, mais ils n'ont plus le pouvoir décisionnaire dans les institutions internationales de stats, visiblement. Là, on voit les États-Unis. Bon, les États-Unis, ce n'est pas une puissance coloniale, hein, pour l'Empire formel au moins. Donc, bon, il y a aussi des histoires de rivalité. À quoi servent finalement? Est-ce que ce n'est pas un écran de fumée? Pourquoi? Bon, et visiblement aussi, quel est l'usage de ces rapports pour les administrateurs? Parce que, principe, s'ils remplissent s'ils répondent aux 280 ou 190 questions. Bref, tout ça. Tu vas trop vite en disant que les États-Unis, alors ils ne sont plus une puissance coloniale de fait. Oui, mais bien sûr. Il y a quand même l'expérience des Philippines où ils sont targués d'être les meilleurs colonisateurs du monde. Oui, d'ailleurs, justement, est-ce que à l'ONU, ils font valoir ce genre de choses et les statistiques qu'ils auraient faites? Alors, sur la période étudiée, non. Sur la période étudiée, les États-Unis se présentent davantage comme une sorte de chevalier qui se porte contre la colonisation. Et ce que tu as dit aussi sur les rapports entre l'Inde et la Grande-Bretagne, c'est aussi très, très intéressant, parce que derrière la statistique, la construction de la stat, la circulation, la collecte des données, etc., et puis ce qui va le plus influencer les normes, bah, il y a des questions de souveraineté aussi. Hein, bon. Et ça, l'Inde et la Grande-Bretagne, c'est vraiment des relations intéressantes. C'est la même chose avec l'Afrique du Sud, ce sera la même chose avec tout mignon. Hein. Bon, voilà. Enfin, moi, à quoi servent ces rapports, quoi? Qui est dupe de cette histoire?
Parce que ça dure super longtemps quand même. Et derrière, il y a toujours aussi la question du coût. Imaginez le coût de production. de production. Ouais. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a une entreprise forte de normalisation, mais ça, après tout, on peut concevoir, tout à fait. Parce qu'il y a une organisation internationale, ça c'est bon. Mais bon, enfin, voilà. La question qui est due, c'est ce que j'essaye de dire. Le rapport, c'est un discours au sens où, après, le rapport, à qui est-ce qu'il est destiné? À l'ONU. Oui. Il y a quelque chose de bilatéral dans ce qui se passe. Ce n'est pas un rapport qui doit servir à édifier les populations des territoires sur l'administration qui est faite. Le rapport est destiné à être envoyé à l'ONU, à être éventuellement discuté à l'ONU, et puis ça s'arrête là. Okay. Mais est-ce que, en même temps, au Cameroun, en parallèle, on voit la production d'autres statistiques, ah bah oui, qui seraient des statistiques qui sont destinées en fait à l'administration française, ou est-ce que finalement, parce que c'est vrai que ça doit leur prendre quand même énormément de temps là. C'est pas les mêmes qui font les deux. Ah ouais, c'est pas les mêmes. Et non, il y a vraiment des statisticiens qui sont même formés par l'INSEE, en fait. À partir de 1945, au Cameroun, il y a un service de statistique qui se met en place, mais qui n'intervient pas directement dans la production des statistiques destinées à l'ONU. C'est en ça que je parle d'histoire parallèle. On n'arrive pas à savoir à quel moment est-ce que les deux services travaillent ensemble. Et là, la correspondance de 50 que j'évoque, le nouveau chef de service statistique, il découvre les statistiques de l'ONU. Il les découvre. C'est ça qui est surprenant. Et donc, même après 50, et c'est ce que j'ai essayé de chercher, d'aller dans les rapports statistiques pour voir est-ce qu'il cite le rapport de l'ONU? Non. C'est vraiment deux supports parallèles, mais qui se croisent a priori très rarement. Et l'ONU ne dit jamais vous êtes prêts à nous montrer les bons chiffres? Ça, dans les comptes rendus, non, j'ai pas trouvé de. J'essaie de voir dans la discussion du conseil de tutelle. Il y a quelques observations. Par exemple, j'ai vu ça dans le cas du Rwanda, où on dit le Rwanda, dans des discussions où on reprochait à la Belgique d'avoir des statistiques qui n'étaient pas claires. Et donc, on demandait de reprendre cet aspect-là. Ça n'arrive pas très souvent. Alors eux, ils ont un service de statistique qui intervient directement dans l'élaboration des rapports. C'est un peu... Donc, bon, ils peuvent discuter, quoi. Enfin. Et dans les pétitions, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment très intéressant ce que vous faites, là. Parce que est-ce que dans les pétitions, quand il y a des revendications, on dit tiens, ce chiffre-là, ben non, on est désolé, on voit bien que le niveau de vie, c'est pas ça, le pouvoir d'achat, etc. Il y a combien d'exemplaires du rapport annuel qui sont tirés et où est-ce qu'ils sont envoyés en fait? Est-ce qu'il y en a, combien il y en a pour le Cameroun et à quel endroit en fait on peut éventuellement consulter? Alors ça, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'à la fin du rapport, le tirage est indiqué. Ça, je n'ai pas pris la peine de regarder. Mais la principale destination du rapport, c'est le conseil de tutelle. La principale destination, effectivement, on va imaginer qu'une copie devait être envoyée dans les métropoles, qu'une copie restait au sein du territoire, quelques copies pour servir de documentation. Mais ce n'était pas un document à l'époque grand public. Ce n'était pas destiné à être divulgué de façon large. Alors, normalement, on doit retrouver dans les archives, peut-être dans les ANOM, normalement. La comptabilité, non, dire combien ça coûte, dans les archives administratives, vous avez ça. À l'ONU, il y aura sûrement à l'ONU. Oui, à l'ONU, mais même aux ANOM. Aujourd'hui, c'est l'argent. Et après, aujourd'hui, vous l'avez accessible en ligne. Oui, c'est ça. En ligne. Et la presse, par exemple, la presse camerounaise, ça ne fait pas l'état du rapport annuel? Non, c'est bah oui. Je n'ai pas retrouvé de mention. Alors, allez-y. Moi, je voudrais faire une réflexion, puis ensuite vous poser une question. Moi, j'ai écouté, merci pour l'exposé. Moi, je l'ai entendu, je l'ai écouté. On voit dans tout ce que vous racontez, dans les jeux de rivalité entre les puissances, France, Grande-Bretagne, l'ascension à partir de 1945 des États-Unis,
qui fait bon, la création de l'ONU, etc. Et dans cette espèce de jeu de dupes, là, on interrogeait tous ces rapports qui sont produits, est-ce que quelqu'un va les lire, à quelle est leur fonction, enfin, qui demande quoi et pour quel intérêt. Bon, j'ai l'impression, enfin, ayant aussi vécu d'autres expériences, c'est un jeu de dupes, on a l'impression, on met des chiffres effectivement parce que sûrement que dans le mandat reçu de l'ONU pour administrer ces régions-là, il devait y avoir, vous devez rendre des comptes, enfin, vous devez donner des comptes. Bon, mais en fait, ma question c'était, bon, bah, tant pis, ça a été comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'appareil statistique qu'il y a au Cameroun, est-ce qu'on a bénéficié de cet historique, ou que ce soit peut-être en termes de méthode, ou que ce soit en termes de données, quoi. Est-ce que ces choses-là sont réutilisables aujourd'hui et servent? C'est ce que je dis à la fin de ma présentation, cette histoire parallèle. On a du mal à mesurer l'impact du rapport de l'ONU sur la structuration après. Bon, non, pas qu'actuel. Depuis les années 50, parce que le service statistique au Cameroun se met en place 45-50, les premiers éléments, mais on a du mal à voir en quoi est-ce que le travail qui a été fait pour enseigner le questionnaire a pu servir à construire ce service statistique. On a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté un service statistique et de l'autre côté, il y a le travail de renseignement du questionnaire. Mais les deux ne vont pas de pair. Donc, du point de vue, même la terminologie, moi je me souviens, dans l'un des comptes rendus, un statisticien cette fois-là qui disait, mais même les catégories que l'ONU veut imposer, ça ne marche pas. Il faudrait trouver de nouvelles catégories. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont restés dans le travail statistique après ça. Par contre, cela ne remet pas en cause l'importance des normes statistiques que le lien cherche à promouvoir. Après, je parle de l'ONU, je ne parle pas du conseil de tutelle, parce que là, je parle du conseil de tutelle, mais l'ONU, c'est plus large. La FAO, l'OMS, il y a beaucoup de normes qu'ils ont réussi à imposer aux États. Mais par rapport au rapport, personnellement, je n'en vois pas beaucoup de traces dans le travail qui est fait après. Peut-être que tout à l'heure, vous avez mentionné dans votre présentation, vous avez parlé de normes et d'outils aussi. Et peut-être, ce que je me disais, peut-être pour reconsidérer, est-ce qu'on peut reconsidérer justement ces rapports-là, les questionnaires et les schémas types, en les imaginant pas uniquement justement par rapport à ce rapport-là, mais par rapport à plusieurs autres éléments. Le terme d'outils, ça me met sur une piste qui me fait penser que ce document, quand il est reçu, par exemple, peut-être dans les bureaux, qu'est-ce qu'ils reçoivent en plus avec? Est-ce qu'il y a d'autres documents qui complètent cela? Dans votre présentation, moi, j'ai plus l'impression que ce document, au final, on ne comprend pas vraiment son utilité, mais est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer justement, le reconsidérer comme quelque chose qui sert, peut-être de pense-bête, quelque chose qui est dans le bureau d'administrateur, qui va servir pour une année et qui est refait chaque année, et à tel moment, on reçoit le document, et c'est une base, peut-être, qui après, ça va faire des comparaisons. Est-ce qu'on peut le comprendre en fait à partir d'un tout plus complet en fait, sans pas, parce que ça ne semble pas l'être avec juste ces documents-là qui sont reçus. Le questionnaire, effectivement, c'est un outil de collecte statistique. On vous dit, pour différents domaines, voici les points à renseigner. Pour 1950, on veut savoir dans votre territoire combien d'écoles ont été construites. Combien de femmes ont été scolarisées. Il faut renseigner ces différents éléments-là. Après, ce qui aurait pu être intéressant aussi avec les questionnaires, avec la partie statistique, c'est qu'on demandait lors du remplissage d'avoir un suivi sur 5 ans.
On veut les statistiques sur 50. En principe, il y avait quelque chose de très intéressant derrière le questionnaire. Le problème que je pose après, c'est si on se pose en tant qu'historien, lorsque je tombe sur le rapport annuel aujourd'hui, j'ai un pavé plein de chiffres. Je peux les employer tels quels. Ce serait sans doute une erreur. L'idée, c'est de comprendre comment cela a été construit, comment ces chiffres nous arrivent. Et c'est tout l'intérêt des instruments, des outils statistiques. Lorsqu'on fait une enquête de démographie ou ainsi de suite, c'est bien les chiffres qu'on a à la fin. Après, il faut peut-être, je crois que c'est ça aussi l'intérêt, c'est ce que j'essaie de relever, il faudrait déjà revenir en amont, se demander dans quelles conditions le questionnaire qui a servi à l'enquête a été élaboré. Qu'est-ce qu'on visait? J'aurais pu aller plus loin. Est-ce que les questions comment on dit ça? Il faut trouver une cohérence entre les questions lorsqu'on conçoit un questionnaire. Mais je ne suis pas entré dans cette logique-là. Merci, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est tout nouveau, je pense, enfin, en tout cas pour moi, de me poser ce genre de questions par rapport aux statistiques. C'est pas quelque chose qu'on voit le plus, en tout cas, par exemple dans les médias, quand on s'intéresse à la question coloniale. Donc, et, comme Virginie l'a dit, en fait, j'ai l'impression que c'était aussi plus qu'autre chose, un outil parmi tant d'autres dans la question coloniale, parce que, en fait, j'ai plus l'impression que c'était, malgré le silence politique dont vous avez parlé, qu'il y avait à l'intérieur de ces outils-là, j'ai l'impression que justement tout ça était politique et que malgré la volonté et l'apparence de neutralité scientifique qu'il y avait à l'intérieur de cet outil-là, et malgré aussi le fait que Moline était le principal acteur garant de cet outil-là, il y avait ce silence, il en dit beaucoup justement. Et je voulais savoir si justement, puisque nous on apprend tout juste à utiliser les sources, à travailler dessus, est-ce que ce silence-là, c'est ce qui vous a frappé en premier, ou est-ce que d'abord on regarde d'abord ce qu'il y a, on regarde ce qu'on trouve avant de regarder ce qu'on ne trouve pas justement, puisque la question coloniale, elle est très ambiguë sur ce point-là, surtout dans cet outil-là. Mais c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a une façon simple de répondre à la question. Pour avoir une idée, moi, le rapport annuel, je découvre, je suis moi aussi, j'entre à Pasteur à l'époque, ça fait quelques années déjà. La première fois que je tombe dessus, je me dis, ça c'est extraordinaire, enfin, document, sans tout trouver. Ouais, super. Tout est là. Ils étaient super contents à le dire. Ouais. Et au fil du temps, je me suis mis à me poser des questions sur comment ont été produits ces chiffres. Et du coup, c'est toute la difficulté du travail que nous faisons au quotidien historien. Nous avons des choses qui ressemblent à des évidences, mais est-ce que ce sont des évidences? Après, il faut se poser la question, il faut essayer de remonter. Il y a dans le questionnaire, les questionnaires, dans le rapport annuel que j'évoque, quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on se met à décaper les pages, parce que là, par exemple, je suis reparti aussi bien le questionnaire de la commission permanente des mandats que celui du conseil de tutelle. J'essaie de retrouver les comptes rendus de réunions où on débattait de pourquoi telle ou telle question, comment est-ce qu'il faut la formuler, comment est-ce qu'il faut l'interpréter, d'ailleurs, est-ce qu'il faut poser des questions à ce sujet, ainsi de suite. Et là, pour revenir à ce que vous avez indiqué, les questions ne sont pas neutres en réalité. Elles ont une apparence de neutralité, mais derrière, il y a tout ce qui est politique. Lorsque un représentant j'insiste encore dessus, de l'Inde prend la parole, vous dit, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas les statistiques? Si vous ne donnez pas les statistiques, c'est que vous voulez quelque chose d'attaché. C'est pas une question technique, c'est une question évidemment politique de dire, nous sommes dans une instance qui a à tort ou à raison, une perception ou une représentation anticolonialiste. Je me souviens de la littérature qui existe,
il y a un texte écrit juste au moment où l'article, juste au moment de la charte a été rendue publique, en 1945. 1 ou 2 ans après, il y a un article, il y a une publication sur l'article 73, ça porte sur l'article 73, et l'anticolonialisme qui disait en quelque sorte le fait de demander aux nations administrantes de fournir des renseignements, c'est une façon de questionner la colonisation. Il y a cette part de politique là qu'il faut bien pouvoir retrouver lorsqu'on décarte un peu les chiffres. N'oubliez pas que l'ONU est anticolonialiste, mais vote un texte condamnant le colonialisme sous toutes ses formes en décembre 1960. Par exemple, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple le rapport annuel à l'ONU. Dans cette slide-là, il y avait un graphique qu'on ne comprenait pas jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était très, très récurrent dans ce rapport? Et au point où on se demande si c'était presque pas fait exprès, en fait, justement, pour quelque part, pour pas saboter, mais pour essayer justement d'écarter toutes ces questions-là, tout ça, d'essayer vraiment de mettre du flou dans tout ce rapport-là? Ou bon, c'était vraiment juste des choses qui sont légitimes dans le rapport? Est-ce que c'était volontaire? Ça, je ne pense pas. Je crois vraiment que c'était une erreur. Après, je n'ai pas pris le temps d'aller rapport après rapport. Bon, j'étais bien content lorsque je suis tombé sur cette référence de statisticien. C'était plus légitime que ce soit un statisticien qui le dise. Et quand j'ai vérifié, effectivement, je me suis dit, ça, c'est clair. Après, ce qu'il évoque, c'est des erreurs d'addition. C'est des choses qui peuvent arriver, mais qui, dans un rapport a priori aussi sérieux, pose quand même quelques problèmes. Mais je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est la été systématique dans les rapports. Je ne m'aventurerai pas sur cette piste-là pour l'instant. On peut en plus supposer qu'il y a plusieurs régimes de vérité dans ce document. Quand on parle de la population, on donne des chiffres, on fait des fautes d'addition, mais on essaye de donner des chiffres qui sont à peu près réalistes, et puis que sur d'autres choses. Une question. Est-ce que vous avez comparé, par exemple, par rapport à d'autres statistiques qui ne sont pas sous domination coloniale, justement, pour essayer de voir quelles sont justement les différences, de voir si dans certaines statistiques, on voit vraiment bien la domination coloniale à ce moment-là, ou c'était un peu compliqué. Je ne suis pas sûr de bien saisir. Est-ce qu'il y a des statistiques qui ne sont pas produites par les pouvoirs coloniaux, c'est ça? C'est a priori État, mais il y a des stats syndicales qui peuvent servir des revendications. Et dans des mouvements d'indépendance, les indépendants, ils peuvent utiliser les statistiques, même les statistiques officielles, en les déconstruisant, en me disant voilà, ça a été fait, mais ça n'a pas tenu compte d'eux, si ça. Donc, ça peut être un outil politique très fort, la stat, si on la maîtrise. Mais il y a les syndicats, il y a les missionnaires qui peuvent faire ça. Aussi. Mais bon, en vérité, personne ne les écoute. C'est beaucoup l'État, les États et les appareils d'État qui ont les moyens de. Et les patrons, quand on demande s'il faut, est-ce qu'il faut, généraliser les lois sociales françaises, machin, dans les territoires. Qui est-ce qui fait des enquêtes? C'est certainement pas les administrateurs locaux, on leur prescrit rien du tout, c'est le patronat, les chambres de commerce. Alors eux, c'est des producteurs de chiffres, eux, ils savent très bien utiliser les chiffres. Et ça s'appelle aussi statistique, parce que c'est durée du travail, et ils diront, non, de toute façon, vu qu'ils fichent rien, on va quand même pas leur donner une retraite, de toute façon. Bon. Donc, il y a pas mal de producteurs, mais elles ne sont pas officielles. Ça. Il n'y a pas de questions dans le chat. C'est dommage, signalez-vous, c'est bien. Ouais. D'abord, merci beaucoup. Et j'ai une question concernant du coup, spécifiquement le Cameroun, puisqu'on avait deux rapports annuels, un britannique et un français. Est-ce que justement, il pouvait arriver qu'il y avait vraiment entre les deux rapports de grosses différences sur des statistiques à peu près similaires? Par exemple, la population, tout ce qui va être pouvoir d'achat, etc., avec des tableaux qui là sont cohérents. Est-ce qu'on pouvait avoir de grosses incohérences entre les deux?
Et si oui, est-ce que c'était discuté, par exemple, avec des statisticiens qui en mettent en question, avec l'ONU, pour évoquer ces bizarreries entre les rapports, puisque là, on avait 2 rapports par an. Je vais pas aller aussi loin dans ma réponse. Faire une précision parce qu'il y a 2 rapports au Cameroun, parce que ça porte sur 2 Camerouns. En fait, c'est 2 territoires distincts. En 1916, le Cameroun a été divisé en 2. Une partie administrée par le Royaume-Uni, une autre partie administrée par la France. Les rapports ne portent pas sur l'ensemble du Cameroun, mais chacun sur une partie du Cameroun. Donc, du coup, il n'y a pas de statistiques croisées entre les deux. D'autant plus que la partie administration britannique est administrée à partir du Nigeria. Donc, les statistiques existantes étaient produites au Nigeria et pas au Cameroun. Mais il n'y a pas de statistiques de population, par exemple, on verrait ce que pensent les Britanniques, ce que pensent les Français, la même population. C'est pas le cas. Il y a un intervenant, Sylvia Rocala, qui veut poser une question. Donc, il a ouvert son micro, je le laisse parler. Ce sera par ton ordinateur. Oui. On devrait l'entendre, du coup. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. on va essayer de parler fort. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Très bien, oui, là c'est mieux. Oui, j'ai deux questions à poser à William. Déjà, bonjour. La première, c'est au Cameroun, moi j'ai remarqué, travaillant sur d'autres types de rapports, c'est qu'il y avait des services, par exemple le service d'agriculture, qui produisait son rapport annuel du service d'agriculture. Et ma question est la suivante. Au niveau de ces rapports-là, quelle est la hiérarchie des valeurs? Quel était le rapport le plus important sur le territoire? C'était ce rapport destiné à l'ONU ou bien ces rapports annuels produits par les services de l'administration? Quelle était un peu la valeur de tous ces rapports-là? Quel était le rapport le plus important ou autre? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est au niveau du dialogue entre ces différents rapports. Parce que vous avez dit tantôt, si je ne me trompe pas, que forcément, il n'y avait pas des formes de dialogue, alors que moi j'avais constaté, je ne sais pas si mon constat est pertinent, c'est que au niveau des rapports annuels de l'ONU, celui de 58 que j'ai eu à lire, il y avait des éléments que j'avais retrouvés dans le rapport annuel du service d'agriculture. Par exemple, au niveau de la recherche agronomique, au niveau des instituts de recherche, il y avait ces éléments-là qui étaient à peu près des éléments semblables. Alors, c'est aussi la deuxième question. Comment se déroule ce type de dialogue-là entre les différents rapports? Est-ce qu'ils se nourrissent les uns et les autres? C'est un peu mes 2 questions. Merci. Oui, merci. La première question. Alors, est-ce qu'il y a un rapport plus important que l'autre? L'usage n'est pas le même déjà. Je pense que c'est ça le plus important. L'usage n'est pas le même. Le rapport à l'ONU est destiné à l'ONU. Alors, il y a une question tout à l'heure, je voulais faire la précision. Le rapport à l'ONU n'est pas, ou les réponses aux questionnaires de l'ONU ne sont pas les seules statistiques qui existent au Cameroun. Je vais insister là-dessus encore. Différents services, différentes organisations ont les statistiques produites de différentes manières. Par contre, ce dont je parle, c'est les données recueillies à partir du questionnaire fourni par l'ONU. Et donc, la conséquence directe, c'est que le rapport qui est produit avec ces données-là est destiné d'abord à l'ONU pour rendre compte de l'administration dans le cas évoqué, la France ou la Grande-Bretagne, l'administration du Cameroun. Mais il y a d'autres statistiques qui existent. Vous irez dans les circonscriptions, vous irez dans les différentes organisations, il y a plein de statistiques qui existent, indépendamment du rapport de l'ONU. Quand je dis indépendamment, et là, les 2 questions se croisent un peu. Il n'y a pas une totale exclusion entre les données qui circulent. Par contre, le rapport à l'ONU ne va pas s'imposer à tous les rapports. Il y a, si on veut résumer, il y a 2 voies. Il y a les statistiques coloniales produites par la France pour renseigner sa propre administration, qui vont souvent être envoyées au ministère de la France d'Outre-mer. Et il y a les statistiques internationales produites destinées à l'ONU.
Et donc, il y a cette possibilité, effectivement, que à un moment où pour un service en particulier, le producteur soit le même, et donc que les chiffres soient concordants ou plus ou moins cohérents. Mais j'insiste davantage sur la destination de ces statistiques-là. Ce dont moi je parle, c'est les statistiques destinées à l'ONU. Et donc, je ne ferai pas les choses en termes de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a une question d'usage. Je ne sais pas si je réponds là aux préoccupations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, là, allez-y. Hein, on vous entend bien, donc ne vous gênez pas. Moi, j'ai une dernière question, en fait, sur le comparatisme, parce que vous avez expliqué que donc, les métropoles sont loin de vous en disant on ne comprend pas. Et est-ce que ça reste comme ça jusqu'en 60 ou est-ce que ça craque, cet élément-là? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que je pense à ça parce qu'il se trouve que je montre souvent aux étudiants de licence, ou ceux qui préparent le CAPES, un article de présence africaine où justement ils font la comparaison, mais la comparaison est absolument désastreuse quand on prend les territoires d'Afrique de l'Ouest et les territoires, enfin, le territoire métropolitain et qu'on compte les kilomètres de rails, le nombre d'écoles, etc. On voit tout de suite qu'il y a un énorme problème. Est-ce que ce comparatisme a été fait ou pas du tout? Alors, si on s'appuie sur le schéma guide, non. L'idée dès le départ, c'était de dire, pas de renseignement politique, pas de renseignement qui possiblement donnerait une ouverture pour critiquer l'action coloniale. Et 2, pas d'éléments de comparaison métropole-colonie. Les éléments de comparaison, c'est entre les colonies, mais pas entre les métropoles et les colonies. Là, c'est le schéma guide. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait d'autres statistiques qui aient été élaborées et qui aient servi à cette comparaison. Oui, parce que ça se fait, par exemple, si on prend les Pays-Bas, dans les années 30, considérant qu'il y a une crise très grave, que le niveau de vie du Hollandais moyen est en train de chuter, bon, bah, tout de suite, ils se reportent sur Java en disant, oulala, là-bas, par contre, ça baisse moins. Évidemment, ils partent de tellement bas. Mais il peut y avoir aussi une comparaison en disant, bon, on est les meilleurs du monde, puisque, vous voyez, malgré notre situation dramatique, on va quand même aider nos colonies, Java et tout. On continue, quoi, disons. Mais d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec des instances comme la FAO, l'OMS, etc. Parce qu'elle compare. Et alors c'est quel chiffre qu'on utilise dans ce cas-là? C'est ceux du rapport annuel de l'ONU ou bien ils font leurs enquêtes. Hein. Je suppose qu'il y a des éléments qui ressortent sans doute des rapports à l'ONU, mais il y a que ces organisations ont leur propre... Ils font leurs enquêtes. Ouais. Et des enquêtes qui sont souvent au niveau de zone, bien sûr. Ils ont complètement compris. Ils font des enquêtes et non plus des recensements exhaustifs. Ça veut dire qu'ils ont des résultats par sondage. Et ils font des enquêtes interzones, en fait. Parce que de toutes les façons, du moment où les chiffres existent, on peut les utiliser à sa guise. Une fois que les chiffres ont été produits par la France ou par d'autres nations administrantes, que ça remonte au niveau onusien, rien n'empêche que ce soit utilisé pour servir d'autres comparaisons. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la fin des années 20 est un moment tournant aussi, parce que la fin des années 20 à la Société des Nations, c'est un moment où alors, il y a des enquêtes médicales, et il y a des enquêtes médicales sur les cancers en particulier. Et je crois que c'est Vincent Boncaz qui explique ça. Et en fait, alors les puissances coloniales font toujours la même réponse, dire ah ouais, non, mais c'est complètement différent avec les populations africaines. Et là, les médecins leur disent mais juste n'importe quoi. Donc, et donc, en fait, c'est le moment où, parce qu'on fait des enquêtes très très précises sur certains points, on dit arrêtez, quoi. Arrêtez de nous dire ça. Et du coup, les puissances coloniales sont obligées, à partir des années 30, de construire des gros argumentaires sur pourquoi, par exemple, les rations alimentaires des Africains et des Africaines ne sont pas les mêmes que celles des Européens. Enfin, je veux dire, ça se renverse. Ils ne peuvent plus dire comme ça, non, on ne compare pas, mais ils sont obligés d'expliquer pourquoi. Quoi. Donc, il y a quand même une vertu des statistiques. Bonne case, vous l'avez. Est-ce que tu peux revenir en arrière ou... Moi, je partage tout mon écran. Ah, je l'ai plus, hein, je l'ai pas le. Alors, J'ai plus le slide, je l'ai plus dans mon.
De toute façon, je ne l'ai plus. Il y a une autre question là. Alors non, il y a une comparaison. Ah non, c'est pas ça. C'est Marius qui dit au-delà des usages, l'autre élément qu'on peut mobiliser, c'est la régularité des statistiques. Les rapports annuels sont annuels, les enquêtes agricoles sont périodiques. Voilà. Donc il y a une question aussi. Si on veut comparer, c'est pas les mêmes. Vous allez avoir la réponse. Ah voilà. C'est au début dans la bibliographie. C'est le livre de Vincent Boncaz. Ou ses articles aussi qui sont très intéressants. C'est vraiment quelque chose à lire, Vincent Boncaz. Il montre comment les chiffres sur la question du niveau d'alimentation, donc les mêmes chiffres à la fin des années 50 sont utilisés ou même les indicateurs économiques sont utilisés pour dire que tout va bien dans les territoires d'outre-mer. Et à partir de la fin des années 60, début des années 70, c'est les mêmes, hein. Ils sont repris, on dit, oh, vous voyez, il y a un énorme problème de famine dans le Sahel. Donc, il montre comment c'est un renversement dans le discours. Ça, c'est un article que vous trouverez sur Cam facilement, mais qui vous apporte beaucoup d'éléments sur le plan méthodologique. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des travaux qui, par exemple, sont amusés à faire la comparaison entre les statistiques recueillies, collectées par les puissances mandataires, par exemple, et ce qu'elles livraient au même moment à ce rapport annuel, par exemple, pour essayer de mesurer la sincérité des données qui sont mises dans le rapport annuel. Sur quoi ils ont besoin de mentir? À ma connaissance, je vois pas de travaux. Mais c'est faisable en tout cas, parce Oui, que les c'est enquêtes faisable, FAO, après. par exemple, et les rapports annuels, il faudrait comparer. Oui. Mais alors bon, ça suppose de considérer que les enquêtes sont faites de la même façon, avec les mêmes moyens. C'est ça aussi. Vous voyez, on peut avoir des biais parce que. Je ne pensais pas à des données internationales, FAO, OMS. Je pensais aux propres données de la puissance mandataire, hein, des services français de Stat, agriculture, industrie, enfin, qui doivent passer par probablement par le canal diplomatique, enfin, par les trucs. Ou les bulletins officiels, hein, c'est publié. Ah ouais. Enfin. Il me semble pas qu'il y ait des pas y travaux avoir. comme ça. Le problème, c'est que c'est un petit boulot. Oui. Et vous démontrez quelque chose, en fait, à la fin, vous allez démontrer quelque chose par les chiffres et quelque chose qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'on a des vérités fluctuantes, des petits régimes de biais. vérité. En fait, je pense que par contre, ce serait très intéressant de faire un travail sur les chargés de mission de l'ONU qui se baladent, par exemple, au Cameroun ou ailleurs. Ça, c'est des archives qui sont en ligne ou bien c'est des archives? Oui, les rapports des missions sont disponibles. On a les rapports. Mais on ne peut pas travailler avec leurs rapports. Ouais. Il faut aussi aller voir dans les archives d'outre-mer, il faudrait aller voir avec qui ils ont discuté, parce que les administrations coloniales sont très très fortes pour dire bon, oui, on est obligé de l'accueillir celui-là, mais on ne va rien lui montrer, on va l'emmener à des endroits on va l'emmener se baigner à tel endroit. Oui, voir avec les instances de contrôle, aussi, croiser les. Donc, c'est vrai que mais sur les enquêtes elles-mêmes, il n'y a pas beaucoup de travaux sur les enquêtes en situation coloniale. Non. On a fait un numéro de revue en 2012 dans la revue Monde, mais qui était très transversale, donc les enquêtes, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de. Dans Histoire et Mesure, il y a eu un numéro spécial aussi. Ouais. Alors, c'était sur la cartographie et aussi, il y a les recensements, par exemple. Il y a mais c'est vrai que c'est pas évident à faire, hein, parce que, bon, aller comparer des résultats de recensement démographique avec justement ce type. Il faudrait déjà créer des bases de données. C'est pas évident. Puis c'est pas évident de reconstituer finalement la façon dont s'est faite l'enquête. C'est ça le plus dur, l'enquête ou le recensement. C'est ça le plus dur en fait. Et parce qu'on n'a pas parlé là des intermédiaires, mais s'il y a des questionnaires, bon, alors là ça marchera pas directement puisque l'administrateur, bon, ça y est, il parle français, tout ça. Mais en dessous, si on veut vraiment faire une enquête, il faut des interprètes. Voilà. Et là, à partir de quand tous ces biais qui interviennent dans toutes les enquêtes partout, bon.
il faut en tenir compte, c'est pas évident de reconstituer. Il y a quelques archives qui permettent de reconstituer justement la fabrication des enquêtes quand on a les livrets de formation des enquêteurs, et c'est justement dans les années 50, donc, mais c'est exceptionnel, hein, pas grand-chose. Même chose pour les... Enfin bon, c'est plus facile en France parce qu'il y a un service de stats à partir des années 46, 50. Quoi. Mais c'est pas... Bonjour, je vous entends faiblement. Ah. Bon. Ben, écoutez, on va parler plus fort, mais de toute façon, on va peut-être pas tarder à conclure. Il y a une question. Une dernière question, mais c'est vraiment rapide. Du coup, toutes les témoignages que disent, elles sont assez récentes, notamment en France, surtout. Il n'y a pas beaucoup, du coup, il n'y a pas beaucoup d'études, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de spécialistes sur les statistiques aujourd'hui. Comment ça se développer en fait, les colonial studies, elles ont composé des choses que vous avez déjà. Bon, en général, les littéraires n'aiment pas trop les chiffres. Donc, ça veut dire que les travaux d'histoire, d'historiens sur les statistiques, disons, ne sont pas légion quand même. Alors, il y en a, bon, on va citer Sercuso, tout ça, d'ailleurs, qui est un socio. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose... Vous commencez vos études d'histoire, c'est quelque part parce que vous n'avez pas trop envie de... Regardez les études sur la fiscalité, c'est exactement la même chose. Il n'y en a pas beaucoup en France. Ce sont des sujets qui fâchent. Alors justement, ça se développe, hein, mais il y en a quand même. Bonnecase, par exemple. Mais il n'est pas historien, si, Bonnecase, il est sociologue. Non, il est historien. Ouais. Mais par ailleurs, n'oubliez pas que dans les années 70, les historiens qui travaillent sur le fait colonial, qui sont des historiens anticolonialistes de gauche, marxistes, etc., eux, ils utilisent à fond les statistiques. Alors, et ils les utilisent forcément en réfléchissant aussi à ce qu'ils ont sous les yeux. Par exemple, sur l'Algérie, André Mouchy a fait une énorme enquête sur les niveaux de vie des populations rurales, en utilisant tous les chiffres à sa disposition et en les cryptant. Donc, on a déjà un certain nombre de travaux quand même. Hein, et c'est vrai qu'on est en train de les reprendre. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est que les économistes, l'école de Thomas Piketty en particulier, se sont emparés en fait des statistiques coloniales. Alors c'est vrai qu'ils ont enfoncé des portes ouvertes. Ils nous ont expliqué par exemple que finalement la colonisation, ça avait été payé par les sujets coloniaux. Oui, ça on savait, mais c'est vrai qu'ils le démontrent par des chiffres. C'est-à-dire que même si on prend que les statistiques officielles, on montre que c'est les impôts qui payent la colonisation. Et donc on peut du coup produire d'autres chiffres à partir des statistiques qu'on a, et c'est des arguments qui sont intéressants de toute façon. Et vous avez un livre important de Denis Cognot sur l'Empire des chiffres qui explique beaucoup comment ça fonctionne. Bon, c'est pas l'Empire des chiffres. Non, c'est attends, Cognot. Non, c'est un empire un empire bon marché. Un empire bon marché. Parce que l'Empire des chiffres, c'est un politiste qui a écrit ça. Et justement, c'est intéressant parce qu'il voit un peu partout comment les... Voilà, Olivier Martin. Il est sociologue. Tu vois, moi, les barrières disciplinaires, j'y crois pas. Et c'est vrai qu'un empire bon marché, c'est intéressant, mais alors vous allez voir, des fois, il y a... Je ne comprends pas. Enfin, il y a des maths. C'est vraiment c'est de l'économie un peu... Mais regardez dans la vie des idées, parce qu'il y a eu des recensions. Si vous n'avez pas le temps de lire le livre, ou que vous le lirez plus tard, hein, bon, regardez dans la vie des idées, il y a des recensions, il a été même ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de recensions sur le... Il y en a eu au moins deux. Oui, il y en a eu plein sur le livre de Cognot. Ouais. Et vous apprenez beaucoup, et c'est un peu édulcoré, quoi, c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ne pas lire le livre, mais... Et il y a eu aussi Jacques Marseille qui a travaillé sur... Voilà. Mais avec d'autres chiffres, avec des petits moyens, c'est-à-dire qu'il allait aux archives avec son papier et son crayon, et qu'il notait les chiffres. Bon, alors lui, il faisait des opérations dans sa tête, donc c'est un peu différent. Et là, on voit aussi, on s'intéresse aussi aux stats parce que les moyens sont complètement différents. On peut faire des bases de données, il suffit d'avoir un fichier Excel. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Comment? Je trouvais la recension de Carrier sur Empire bon marché. Oui, mais il y en a beaucoup en fait. Oui, il y en a eu pas mal. Des idées, c'est Carrier, c'est ça? C'est dans ton édition. Ah oui. Ouais, mais la vie des idées, je ne sais plus qui non, a fait la recension, je ne crois pas.
que ce soit. Mais bon, enfin, sauf que c'est bien, quoi, Oui, c'est très détaillé. Vous avez chapitre 1, chapitre 2. Ça vous donne une idée. Ouais. Ça vous permet après d'aller lire dans le livre ce qui vous intéresse. Oui, c'est vrai. Bon, ben, on va remercier William. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. De venir de loin. Passionnant. Pour nous raconter tout ça. Merci. Vraiment, malgré toutes les difficultés techniques. Alors, on vous retrouve au prochain séminaire. Hein, vous avez le... Je vous entends faiblement. Ah oui, c'est toujours pareil. Désolé, alors, le prochain séminaire, c'est... Claire Fredge, Claire qui est Fredge. spécialiste d'histoire de la médecine en situation coloniale, Voilà. et particulièrement en Algérie, et donc qui interviendra sur demander des statistiques médicales aux médecins coloniaux, Algérie 19e, 20e. Et c'est quand? C'est le 27 novembre et c'est à la Maison Sugère. À la Maison Sugère, donc on vous attend. C'est un très beau cadre, hein, venez voir un peu. C'est métro Saint-Michel, donc c'est quand même un peu... Prenez un bon pull parce que... Oui, il n'y a pas tellement de chauffage, ils ont pas beaucoup. C'est une fondation. C'est une fondation, heureusement que tu es là maintenant. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc on va...